l'anniversaire de commémoration des martyrs de l'indépendance. Vous le savez, des émeutes du 4 janvier 59 qui a précédé ou précipité l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous allons donc analyser le sujet avec nos invités. Est-ce que les acquis des martyrs de l'indépendance, le combat de martyrs de l'indépendance a été pérennisé aujourd'hui? Allez, les commentaires, c'est avec nos invités. L'actualité ce matin, madame, messieurs, c'est aussi le rapport d'enquête de la commission mixte, le rapport de la commission mixte SENCO-ECC rendu public hier. Le président de la SENCO et celui de l'ECC appellent à une enquête indépendante et mixte après les élections du 20 décembre dernier. Une enquête qui, selon ces deux confessions religieuses, s'avère nécessaire car de cette lumière dépend aussi l'acceptation de résultats à chaque niveau de scrutin, disent-ils. Donc c'est ça le rapport rendu public hier par la commission ECC SENCO. Nous allons en parler. Entre-temps, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a aussi rendu public son rapport. Il dénonce, la CNDH, elle, dénonce également quelques bavures lors du scrutin du 20 décembre 2023. Nous allons en parler. Puis le requête en annulation de l'élection du 20 décembre 2023, la Cour constitutionnelle, nous apprend-on, a reçu deux requêtes, notamment celle du pasteur Théodore Ngoï. Les commentaires, c'est avec nos invités. Ils sont au nombre de 3 ce matin. Le premier est déjà là, nous commençons avec lui. Il y a Magardi Diana et d'autres qui vont nous rejoindre dans ce plateau des kiosques. Pascal Oronge, bonjour. Bonjour Gisèle, merci à nos différents téléspectateurs. Kiosque, je suis programmé chaque lundi parce qu'il y a eu des perturbations, non seulement à mon temps parce que je m'étais trop préoccupé pour les élections, mais en même temps, le lundi, on m'a coïncidé avec les différentes dates. Nous avons eu la fête de Noël et finalement Nouvel An. Et voilà ce qu'on fait que vous avez pris le privilège de m'inviter aujourd'hui, vendredi. Je ne sais pas si lundi, de revenir à notre émission. En tout cas, sinon, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie également pour la sélection des thèmes. Mais je souhaite bien qu'on glisse un mot par rapport au comportement des différents militants des partis politiques. À ce jour, après les élections, je pense que nous devons prêcher plus sur la paix. Et ce n'est pas intéressant qu'on ait un comportement indécent, et pourtant il s'agit de notre pays. Il est vrai que nous avons accepté la démocratie, comme la fois passée je vous disais, que nous l'avons accepté aveuglément. Ses impairs, ses qualités, tout, nous l'avons copié. Et alors qu'il fallait imprimer également nos valeurs dans le fonctionnement de la démocratie. Mais à partir du moment où nous l'avons accepté comme tel, nous allons aux élections. Lorsque les résultats sortent, nous ne pouvons pas à chaque fois avoir le comportement toujours de mettre en cause les résultats. Même lorsqu'il faut mettre en cause les résultats, nous devons respecter les procédures. Mais parfois, on ne sait pas respecter les procédures. Le fait d'avoir pris de telles postures, les militants des partis politiques qui s'est méconduisent. Nous avons vu ce qui s'est passé contre l'ensemble de Moïse Katumbi à Mbujimayi. Je pense que tout le monde avait condamné. J'ai aimé parce que finalement, on a mis la main sur les instigateurs. Un monsieur d'abord qui avait commencé par demander l'argent au responsable du parti à Mbujimayi, de l'ensemble alors. Lorsqu'il n'a pas eu l'argent, il a promis de lui régler des comptes. Et finalement, ils vont venir les saccager et saccager le siège en même temps. La police a mis la main sur le monsieur et puis aux autres instigateurs. Nous avons salué parce qu'il fallait ne plus que la justice fasse son travail. Et que la police également fasse son travail, c'est lui de protéger les personnes et les biens. Mais malheureusement, c'était un peu tard parce qu'on avait déjà vandalisé le siège. Mais hier, nous avons appris, en tout cas, le même spectacle. Cette fois-là, c'est encore pire, à Kachobo, chez Moïse Katumbi, où on va saccager le siège de l'UDPS. On a tout détruit, la maison, c'est par terre. Après avoir saccagé Après que
on aussi saccage va le siège partager de l'ensemble ensemble. à Mbujimayi. Mais là au moins, je précise qu'on n'a pas identifié les membres de l'IDPS, mais un monsieur, n'est-ce pas, qui a menacé d'abord le responsable de l'ensemble à Mbujimayi, et finalement, parce qu'il n'a pas eu ce qu'il cherchait, il cherchait l'argent, et il va venir avec son équipe, en tout cas, s'attaquer au siège de l'IDPS. Au siège de l'ensemble. Nous avons condamné et la police a pu mettre la main sur ces gens. Mais quelques temps après le message de Moïse Katumbi, et c'est chez lui, curieusement, qu'on va aussi vandaliser le siège de l'UDPS. Et je dis qu'à ce stade, je ne pense pas qu'il soit intelligent, qu'il soit sage, nous, en tant que Congolais, de pousser à de tels comportements. Parce que depuis 2006, 2011, 2018, 2023 aujourd'hui, nous n'avons pas encore entendu un message de félicitations du vrai perdant des élections. Je suis dans le cadre de musique. J'ai suivi Nyon Kalongo Jossar, félicité Fali Poupa. J'ai essayé de lire seulement les commentaires. Mais vous sentez les gens, la censée les trouver comme un exemple de la société. Je pense que ces opposants deviendraient encore grands, monsieur, avec espoir aux prochaines élections d'avoir la compassion de la grande majorité des Congolais et d'afficher à ce jour un tel comportement. Vous prenez votre téléphone, vous félicitez celui qui est élu. Même si vous estimez que ça vous a lésé du fait que peut-être vous estimiez être élu, mais un tel geste, je pense, peut changer beaucoup de choses au pays. Mais lorsque vous avez des discours tels que « armez-vous », on nous a confisqués, on va atteindre l'objectif, on va reprendre ce qu'on nous a confisqué. On se pose la question, qu'est-ce qu'on a confisqué? Un républicain, un démocrate, la première des choses, c'est reconnaître d'abord les institutions de son pays. Quelles sont les institutions de notre pays, n'est-ce pas, qui nous facilitent, n'est-ce pas, d'avoir des personnalités appelées à pouvoir diriger le pays. À travers les élections, nous avons la Commission électorale nationale indépendante et finalement nous avons la Cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître la CENI, ne pas reconnaître la Cour constitutionnelle et vous dire républicain, vous dire démocrate. Vous appelez, je pense que c'est pas bon. Donc, mon appel est dans le comportement qu'on ait une attitude exemplaire après les élections. Tout ce que les Congolais veulent à ce jour, c'est la paix et non des appels inutiles pour opposer les Congolais. Vous appelez les perdants à la présidence. C'est pas votre message, hein? Mais c'est plus facile. À avoir un fair play, d'appeler. Mais comment est-ce qu'ils vont appeler autant plus qu'ils ne reconnaissent pas ces élections? Ils remettent en cause même l'organisation. Pourquoi ne pas reconnaître? La fois passée, je vous avais expliqué un fait. Excusez que je prenne encore un peu du temps là. Non, non, c'est pas un problème. Ils vous disent que nous allons appliquer par exemple l'article 34. C'est ça. Vous prenez l'article en question dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Maintenant, la question fondamentale à se poser lorsque vous lisez une telle disposition, c'est quoi alors prendre le pouvoir par la force? Prendre le pouvoir par la force, c'est comme le font les militaires, il fait un coup d'État, il prend le pouvoir. Il n'y a pas autre moyen. Vous n'allez pas prendre le pouvoir par la force en suivant la voie démocratique par les élections, par la tenue, la Cour constitutionnelle. Non. Et les institutions qui sont là, lorsque vous ne savez pas les reconnaître, mais c'est vous qui voudrez cette fois-là prendre le pouvoir par la force. Chacun avec sa lecture. La deuxième question, toujours dans cette disposition, quelles sont les dispositions de la Constitution violées dans le cadre ici de la publication des résultats provisoires par la CENI et bientôt des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle? On viole quelle disposition de la Constitution pour dire qu'on a pris le pouvoir par la force? Troisièmement, que dit la population à la suite des élections? La voix de la population s'exprime également par des manifestations. Vous voyez aujourd'hui dans l'une de nos provinces une quelconque réaction de la population mettant en cause les élections. Et donc, on ne peut pas se prévaloir
de sa propre turpitude après avoir perdu les élections et vouloir maintenant opposer les Congolais. C'est comme ça que je dis, à ce stade, le discours doit être celui de prêcher la paix et non d'opposer les Congolais pour ses propres postures, pour ses propres rêves, parce que simplement, on ne peut pas accepter perdre les élections. Alors que lorsqu'on va aux élections... Ils ne reconnaissent même pas ces élections, ils disent que c'est mal organisé. Mais mal organisé, vous avez participé. Même qu'on considère que par exemple c'est mal organisé, c'est pour autant qu'on brûle le pays. Aux États-Unis, on a organisé les élections. Trump était président en exercice. Il dit à l'opposant qu'il a fraudé les élections. Il a tenté même d'attaquer certains bâtiments administratifs. Aujourd'hui, les États-Unis ne fonctionnent pas. Au Brésil, Lula opposant, il trouve le président en exercice. Ils vont aux élections. Le président en exercice crie que Lula a fraudé. C'est le même scénario. C'est-à-dire quoi? On doit tout laisser attendre les 5 ans à venir, même s'il y a à revendiquer qu'on n'en dise rien. Non, on peut revendiquer, moi je m'oppose ici d'opposer les problèmes. On peut revendiquer, mais est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de mettre en cause le résultat de l'élection? Par quelle voie? Les institutions telles qu'installées, n'est-ce pas, rendent maintenant public leur travail. Vous avez quelle voie finalement pour mettre en cause le résultat? Il y a la Cour constitutionnelle, nous avons la Sénat. La Sénat a déjà rendu son résultat, maintenant c'est la Cour constitutionnelle. Quelle autre voie démocratique vous pouvez mettre en cause le résultat? Merci Pascal Owondi. Et nous devons nous rappeler également à notre histoire. Oui. 2006, on s'est décarcassé ici, la suite a été la guerre. Et il a continué à avancer. 2011, nous avons contesté. Le pays a avancé jusqu'à prêter serment pour l'opposition avec Antoine Tshisekedi. Le pays a avancé. 2018, on a recherché, avec Tshisekedi, on a recherché la vérité des urnes. On n'a pas obtenu. Le mandat est terminé. Et 2024, nous voulons reprendre les mêmes erreurs. Malgré et au lieu qu'on réfléchisse sur le développement de notre pays, mais maintenant, nous sommes tous dans des postures, des contestations pour mettre encore le pays dans les conditions difficiles. Nous sommes en démocratie, hein. Il y a toujours eu l'opposition, la majorité. Maïgabi Diana, je reviens à vous. Un message de paix à ce stade, nous ne voulons pas, en tout cas, opposer les Congolais, ce n'est pas important. Maïgabi Diana, bonjour. Bonjour, madame, merci pour l'invitation. Bonjour à Mr. et à ceux qui nous suivent. Merci. Merci pareillement, merveilleux à vous. Bonne année à notre cher aîné aux Congolais dans l'ensemble. Alors avec vous, nous allons prendre le premier sujet, c'est le rapport Senko-ECC. Ce rapport qui appelle à mettre en place une enquête indépendante, mixte, après les élections, qui pour ces confessions religieuses s'avère nécessaire, car de cette lumière dépend aussi l'acceptation des résultats. Comment vous avez accueilli ces rapports? Merci pour la question. Je crois que la Senko, depuis un certain moment, a, à mon sens, évolué dans le bon sens aussi, permettez-moi la redondance. Dans le sens aussi, c'est plus cette Senko virulente au départ. Mais moi, je crois que nous connaissons tous la raison. C'est vrai, c'est une proposition de la Senko. Attendons voir si la CENI pourra voir les choses de cette manière-là. Mais la question, c'est quand on dit une enquête mixte, indépendante, on parle de quoi? Parce que la CENI ne doit pas nous plonger dans un piège. Si autrefois la CENI qui voulait venir faire l'audit du fichier n'a pas été prise en compte, c'est parce qu'on peut pas être le parti, on peut pas être à la fois observateur et membre d'une commission d'enquête quelconque. Et aujourd'hui, je crois que cette Senko-là a en sa possession, au regard de la situation, les différents résultats des différents bureaux de vote. Je crois qu'on ne parlera jamais assez de quelques cas de régularité, il y en a, mais dans la proportion, je crois que chacun a conscience de juste où ça va aller. C'est d'ailleurs pour ça que moi, à mon sens, je trouve que le discours de l'opposition cette fois évolue. Évoluer dans le sens où autrefois, l'élément de langage, c'était qu'on ne nous a pas donné les moyens de pouvoir revendiquer notre position. Aujourd'hui, chaque état-major politique a ses PV en main, jusque même à celui d'un député comme
René Baudu, qui est allé faire son document à son cabinet de travail, qui n'est peut-être pas correct, qui alimente une polémique inutile, dans le sens que chacun est à même de pouvoir voir à quel niveau il se situe et quel est son sort. Et curieusement, conscient de ce qui se passe, conscient d'ailleurs parce que même quand vous lisez le rapport de la mission d'observation SENCO-ECC, vous vous rendez compte qu'on vous parle d'un écart entre les différents candidats seulement. Depuis un certain moment, ils ont pris la posture d'être très politique. Ils ne veulent pas nous dire c'est qui ces candidats-là, mais je crois qu'il suffit de regarder la position de la politique pour vous dire qu'il est vrai que politique est égal à l'effet de tous les cas. Et pour nous, c'est aussi, c'est par la politique, ne pas les gaspiller de nous. On avait pensé de penser l'argent pendant la campagne, alors que même si on ne fait pas l'argent, mais d'énergie pendant la campagne, on ne va pas aller par devant la cour. Pourquoi j'ai dit parce que PPC n'est pas être d'accord avec cette position, n'est pas aller dans le sens que ceux qui ont pris cette candidature depuis toujours ont traité d'étrangers, ont empêché de ça et là. Cette fois, il a compétit calmement, il a remercié la Cour constitutionnelle pour son verdict. À quel moment cette Cour-là devient corrompue? À quel moment cette Cour-là n'existe plus dans le chef des états-majors politiques? C'est pour vous dire que pour moi, on va dire la vérité aujourd'hui, nous ne sommes pas politiques, on ne vient pas faire les éléments de langage ici. La vérité, c'est que chaque politique a ce qu'on appelle un prisme sur la question électorale et sur la question de gouvernance. On s'est donné les statuts d'opposants. Aujourd'hui, on a perdu les élections. On ne viendra pas, il ne faut pas attendre, ce n'est pas la culture, ce n'est pas la mentalité congolaise où les opposants disent félicitations à celui qui a gagné et puis voilà, basta. Ici, l'objectif c'est que on va rester opposant ou à la limite on va évoluer, on va devenir résistant jusqu'à la fin du quinquennat. Et pour ça, on continue à regarder l'autre en chien de faïence. Ce qui fait que beaucoup, ils ne se permettront pas d'aller devant la Cour parce qu'ils ont les éléments en main. Et la disposition de la loi électorale aujourd'hui, la CENI dit si vous n'en avez pas, l'état-major peut déléguer quelqu'un là-bas, récupérer tout ce qui est comme élément de preuve, PV et autres de bureaux de vote pour aller avec départ devant la Cour. Personne ne veut se permettre, chacun préfère rester dans la posture politique. Parce qu'ils n'ont pas confiance à la Cour. Ça n'a rien à voir avec la confiance. La confiance, ça c'est vous qui dites. Ça c'est ce qu'on appelle un élément de langage. Non, mais j'ai suivi Olivier Kamita tout dire ça, par exemple. Non, mais je ne suis pas Olivier Kamita. Je vous ai dit il y a tout à l'heure que nous, on n'est pas politique. On ne vient pas faire de la politique ici. Je ne viens pas ici pour dire les éléments de langage distillés par un acteur politique. Je vous ai posé une question. Malheureusement, c'est une question rhétorique que vous ne répondrez pas. À quel moment cette cour-là n'existait plus? À quel moment on a perdu confiance? Entre le moment où la candidature a été validée et acceptée, et qu'on avait remercié la Cour pour son bon travail, et à quel moment, entre même cette période-là et ce moment où, par présomption, on refuse d'aller par devant la Cour, parce qu'on estime que cette Cour l'a instrumentalisée. Entre les deux étapes, à quel moment cette Cour a perdu son objectivité? C'est des éléments politiques. Je crois qu'aujourd'hui, le bonheur, ce qui nous épargne beaucoup de situations, c'est le process choisi par la CENI. Faire en sorte que chaque entité politique ait des éléments. C'est-à-dire dès qu'on finit les résultats de chaque bureau de vote, chacun en a des parcelles témoins, chacun peut compiler et voir quel est son sort. Et je crois que logiquement, on ne va pas aller encore à la Cour pour aller perdre du temps, dépenser de l'argent pour les avocats qui vont aller rester là-bas, alors que nous savons que c'est un combat perdu d'avance. Et à ces niveaux-là, moi je ne demanderai pas peut-être comme Pascal Owondié de l'attitude républicaine aux opposants. Je connais la scène politique, laissez-le dans cette posture-là. Ils vont presser dire non, on n'a pas confiance à la Cour parce que cette Cour-là, ceci, cette Cour a fait cela, le Congolais a pris l'habitude de taper sur la main des institutions pour des gens, curieusement, qui prétendent à la magistrature suprême. Mais le plus important ici, je crois que le plus grand du travail, c'est du côté du chef de l'État réélu. Je réitère cette initiative, je réitère cette idée. Je crois que le Congo d'aujourd'hui, dans la posture qui est à lui, il doit transcender les clivages politiques. Je crois qu'après que la Cour aurait confirmé, parce qu'il y a une requête d'Eteur d'Angoï qui est quand même... On va en parler, oui. Dès que, si jamais il est confirmé au niveau de la Cour constitutionnelle, après, il faudra réunir le Congrès, il faudra appeler ses frères. C'est lui qui viendra, c'est lui qui voudra répondre à l'appel, ok, mais je sais que beaucoup ne vont pas venir pour ne pas se voiler la face aux yeux de l'opinion. Les politiques congolais pensent encore aujourd'hui que le simple fait d'accepter un appel à l'unisson ou à l'unité est un élément de faiblesse et que finalement les Congolais vont vous juger différemment. Mais par rapport à votre question, vous avez parlé à quel moment la Cour a changé, mais ce n'est pas ces magistrats-là, ces juges-là que les autorités ont critiqué à un moment.
Et que c'est resté dans les têtes de tout le monde. Hein. Vous enfoncez mon point de vue. Ça veut dire que, comme vous, je vous ai parlé des politiques sans distinguo. Je vous ai parlé de politique. Avant, non, ces juges-là, bon, écoute, l'appareil judiciaire, la RDC, plus honnête que lui-même qui dirige le pays maintenant, il n'est pas. Il dit qu'il y a beaucoup de véreux. C'est d'ailleurs pour ça que la première action de son quinquennat, il est venu avec la notion d'état de droit, mais seulement, je ne veux pas aussi avoir honte de lui dire, il a commencé par un travail de réforme, mais moi je pensais qu'il devrait commencer par la qualité des animateurs. Il en a pris conscience. Maintenant, le problème, c'est qu'il est revenu après. Il a essayé d'injecter un sang neuf au niveau de la magistrature avec le concours de recrutement et autres. Ça prendra du temps jusqu'à ce qu'ils acquièrent de l'expérience. Mais aussi, au-delà de ça, il faut une politique d'encadrement. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a activé la chambre de discipline des différentes cours. Question de permettre à ce que la génération qui arrive ici soit une génération sur quoi on tape, qui rentre dans la discipline. C'est bien. Nous, il aurait commencé par ça. Quand il est parti, aujourd'hui, on aurait d'autres résultats. Le plus important, c'est qu'il s'en est rendu compte dans le diagnostic. Et il a recadré ses tirs. Mais dans le fond, on ne va pas dire ici que tous les juges sont heureux. On ne va pas ici... Mais le fait de critiquer que les gens n'ont pas confiance. C'est faux. C'est faux. Oui. Disait les tocos, vous allez me dire que vous, quand vous êtes à la rédaction, on ne vous a jamais critiqué. Est-ce pour autant que vous cessez d'être un bon journaliste? Il ne faut pas confondre la nature de la personne et la véracité. Oui, il y a ceux qui ont une nature mauvaise, mais on ne va pas mettre l'ensemble de l'appareil judiciaire dans ce cas-là. On ne peut pas aussi choisir quand les choses nous enchantent. Quand ces cours prend une décision qui va dans votre avantage, elle est bonne, elle est meilleure, on peut même une vidéo, et quand il y a une initiative, avant même que vous n'arriviez devant cette cour-là, vous permettez d'établir un jugement de valeur, de qualifier l'infraction avant l'acte. Commencez par mener une démarche. Si vous avez suffisamment de preuves, généralement c'est des procès publics, montrez-nous, et ce n'est qu'après, si vous avez des éléments probants, c'est ça le process pour moi pour activer l'engagement populaire. Parce que vous arrivez, vous épuisez la procédure, et que de par la procédure, vous vous rendez compte, vous soulevez les éléments d'irrégularité, même au devant de la Cour. Il dit, la Cour a été instrumentalisée parce que, regardez, quand ils disent que Tshisekedi a gagné les élections au Congo central, voilà la compilation des PV et de chez nous et de la mission d'observation de la SENCO ou d'autres observateurs, ce qui veut dire qu'il y a eu un problème. À ce niveau-là, la population adhère. Mais vous ne pouvez pas, une population qui est allée voter, vous ne voulez pas aller devant la Cour, vous activez la population. Malheureusement, cette population congolaise a changé de posture, épuisé la procédure et revenez vers nous. Dès qu'on sent qu'il y a... Vous avez déjà abordé ce sujet de la Cour, parce qu'on était dans les rapports de la SENCO, restons-en. Alors, est-ce que cette Cour, qu'est-ce qui peut sortir de cette Cour? D'autant plus que lors de l'opération de vote, on a vu par exemple le président de la Cour constitutionnelle, c'est de donner Kamuleta pour sortir de son bureau de vote, il a félicité la CENI. Oui. C'est-à-dire que le fait de féliciter la CENI, tous les restes là, c'est bon, hein, même si vous introduisez des recours, est-ce que ça va changer quelque chose? Mais vous posez une question qui peut paraître anodine, mais elle est une question dangereuse. Vous savez pourquoi? Vous mélangez la personne de Kamuleta, l'électeur qui est allé voter, et l'institution qui a eu une plénière. C'est lui le président de cette institution. Malheureusement, encore une incise dangereuse. Il ne faudra pas expliquer aux gens que la Cour constitutionnelle, c'est Dieudonné Kamuleta qui décide unilatéralement. Il ne faut pas. C'est une cour qui est composée des 9 juges, justement parce que la force de cette cour, c'est la décision délibérée de l'ensemble de la plénière. Encore de la composition du bureau. La notion de la justice part de là, ça n'a rien à voir avec l'individualité. Et là, c'est lui qui a parlé, il est arrivé le 20, il a voté calmement, il est sorti. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Il dit que cela. Je félicite le travail de la CENI. Oui, mais il a déjà félicité. Alors même si on introduisait des requêtes, ça servira à quoi, Diana? Bon, malheureusement, heureusement que le Congolais comprenne que, chers Congolais, il y a une différence entre l'individu Kamuleta qui est allé voter, qui a félicité la CENI pour le travail, autant que nous autres, on a félicité la CENI pour le travail, et les jurys sont encore le magistrat qui le sera de par la Cour, qui est censé statuer sur base de faits, et non de ces émotions qui viennent de lui ou de sentiments cours du vécu pendant le processus électoral. C'est un élément basique et simple que tout le monde doit connaître. Il y a une différence entre l'individu qui est allé voter et ces juges qui doivent statuer sur base des éléments de preuve après avoir entendu les deux parties. Son point de vue n'aura pas d'influence sur ce collaborateur.
ma foi, ce que vous dites est très dangereux, ça, parce que sinon, dans ce cas-là, le droit n'existerait pas. Parce que la plupart des gens qui arrivent, moi j'ai vu des gens avoir un point de vue au départ, parce que même quand vous arrivez devant la cour, la composition du bureau qui est là, la plupart des individus qui sont devant vous ont une appréciation sur l'affaire. Mais après, ils prennent des décisions de manière factuelle, sur base de ce qui existe. Il ne faudra pas amener sur ces terrains-là, je crois que c'est ce qu'on appelle qualifier les infractions avant les actes, et ne pas savoir, en fait, pour moi, c'est un tohu-bohu, c'est un mélange indigeste et incongru qui n'a pas lieu d'être. C'est pas parce qu'il a félicité la CENI l'autre fois que vous arrivez avec des preuves qu'il y a eu tricherie à tel endroit. Lui va dire, non, moi j'avais déjà félicité, je ne peux pas me dédire. Ça n'a rien à voir. Ouais. Je vais poser la question sur la CENCO, mais puisque vous êtes... Bon, vous avez abordé la question de la Cour, qu'on vide un peu cette question de la Cour. Ne m'ignorez pas, je suis sur le plateau. Hein. Pardon? Ne m'ignorez pas, je suis non, vous êtes là. On vide cette question de la Cour et on va revenir sur les rapports de la CENCO pour ne pas embrouiller les gens qui nous suivent, hein, Pascal. Alors on reste à la Cour constitutionnelle, on va revenir sur le rapport. On parle de deux candidats. Hein. Il y a un David, que les noms je ne sais pas bien maîtriser, et Théodore Ngoï, qui ont déposé leur requête en annulation à la Cour constitutionnelle, qui doit examiner déjà cette requête. On peut s'attendre à quoi? Mais on s'attend à quoi? À l'appréciation des faits par la Cour constitutionnelle. Et ils sont allés déposer des requêtes auprès de la Cour. La Cour va apprécier ces requêtes, va rentrer maintenant ses arrêts. Ça veut dire qu'il va apprécier. Si c'est conforme, elles seront déclarées recevables et fondées. Si ce n'est pas conforme, elles seront déclarées non recevables. Et parfois non fondées aussi. La Cour constitutionnelle. Alors maintenant, vous posez la question de la position du président de la Cour constitutionnelle. Oui. Le fait d'avoir félicité la CENI lors de son vote. Il y a des notions en sociologie, notions de statut. Diana vous a bien expliqué, parce que vous n'avez pas compris ces termes. Il y a les statuts manifestes et les statuts latents. Pendant qu'il est comme citoyen, son statut manifeste, lorsqu'il est allé poser cet acte-là, c'est un citoyen comme tout le monde, qui remplit son devoir civique. Il n'a pas les devoirs de réserve. Attendez, c'est un citoyen, il n'a pas de... C'est à quel niveau que cette notion-là? Je pose la question. Lorsqu'il est à son institution comme président, son statut manifeste cette fois-là, il est président de la Cour constitutionnelle. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'a pas un statut latent. C'est un père de famille, il peut avoir ses amis, il peut avoir d'autres relations. À l'instant là, ses statuts deviennent latents. Mais son statut manifeste lorsqu'il est assis dans son cabinet, il est président de la Cour constitutionnelle. Si ces propos ont été tenus pendant qu'il était à la Cour constitutionnelle, assis comme président, on pouvait peut-être analyser autrement. Mais là, il a donné un point de vue comme tout citoyen. Qui a choqué. Non, ça ne peut choquer. Ça ne peut choquer. Je vais alors, moi aussi je vais choquer les gens. Ça ne peut choquer que des gens qui n'ont pas étudié. Ça ne peut choquer que les gens qui ne comprennent rien. Voilà. Parce que quelqu'un qui a étudié, qui comprend quelque chose, ne peut être choqué. Il va comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Donc, vous ne pouvez pas voir le président de la Cour se promener avec ses enfants alors. Parce que c'est un président de la Cour constitutionnelle, comment il se promène avec ses enfants? Là, c'est autre chose. Ou chanter Fali, on dirait il choque le jeu. Bon, il ne peut pas avoir un petit frère qui soit par exemple du parti de l'ensemble. Et il va le voir. Vous allez dire quoi? À ce moment-là, il est membre de la famille, il n'est pas président de la Cour constitutionnelle. Voyez-vous? C'est là que nous devons faire la différence. Et donc, ici, nous attendons les arrêts de la Cour. On est dans la procédure parce qu'il a été dit dans notre Constitution, après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, on prend toutes les données, on amène à la Cour constitutionnelle pour appréciation et pour qu'on ait finalement des résultats définitifs à travers l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ce que le professeur Théodore Ngoï a fait, moi Pascal, je le félicite et je comprends, c'est un professeur de droit, il comprend. Mais on a dit qu'il a eu combien de pourcents? Il a là-bas. pas question d'avoir le pourcentage. Le deuxième et le troisième. Il n'a pas question d'avoir le pourcentage. Parce qu'ici on parle des irrégularités qui ont été constatées.
il peut poser le problème aujourd'hui pour que lorsque nous aurons les élections prochainement, n'est-ce pas, cela nous serve d'exemple. Même lorsque la Cour, lorsqu'elle viendra après les élections prochaines, dans le contexte de rendre maintenant ses arrêts, elle peut se référer à ce qu'elle aura dit aujourd'hui à travers la saisine du professeur Théodore Ngoy sur les irrégularités. Et donc, il faut apprécier plutôt la démarche, mais il faut décourager ceux qui ne veulent pas aller à la Cour constitutionnelle et vouloir maintenant protester et contester. Par le passé, nous avions toujours vu, on saisissait toujours la Cour constitutionnelle. Je m'en souviens en 2011, le vieux Sphinx boudait la Cour suprême de justice. Mais Kamere est allé à la Cour suprême de justice, je crois avec... il y a d'autres qui sont allés déposer pour le compte de l'UDPS. Il y en a plein. Et c'est parti. Et les résultats. En 2006, Jean-Pierre Bemba avec le maître Bordeaux, ils ont saisi la Cour suprême de justice, qui faisait office de la Cour constitutionnelle. On a tranché, on est parti. 2018, nous avions vu Martin Fayou l'a saisi. Mais pourquoi cette fois-ci on doit refuser de saisir la Cour constitutionnelle? Ça produit quel résultat? Mais alors ils se sont aussi référés à ça, ils ont dit que ça ne produira rien. Mais alors, c'est instrumentalisé. Si vous ne partez pas, restez calme, ne dérangez pas les gens. Il vous a dit quelque chose de pertinent, peut-être que vous n'avez pas saisi. Il vous dit, mais quel est cet arrêt, dans le terme très facile, hein, quel est cet arrêt rendu par la Cour constitutionnelle jusqu'à ce jour qui n'a pas à chanter le camp de l'opposition? L'arrêt, c'est lequel? Au contraire, il y a eu deux arrêts à leur faveur. Le premier, c'est sur le procès Matata Poli. Le prétexte a été, non mais voilà, on fait ceci contre Matata parce qu'on ne veut pas qu'il soit candidat et pourtant c'est un candidat et curieusement lui-même va changer. Mais l'arrêt, la Cour a reporté, je ne sais pas à quelle date. A reporté, en fait, la Cour a annulé la requête en annulation de sa candidature, a rejeté pour incompatibilité. Le deuxième arrêt, c'est sur l'acceptation de la candidature de Moïse Katumbi. Alors maintenant, aujourd'hui, vous allez dire, nous ne faisons pas confiance à la Cour. C'est sur base de quel arrêt rendu par la Cour que vous estimez la Cour n'est pas juste. Vous citez que deux cas. Mais sur combien de cas? Quel autre cas? C'est souvent la question. Quel autre cas, quel autre arrêt rendu par la Cour en défaveur qui puisse finalement dire aux opposants que nous ne faisons pas confiance à la Cour constitutionnelle? Ça n'existe pas. Et donc, vous allez comprendre. C'était les cas passés, non? Quand les Kamere avaient introduit des requêtes. Mais je posais la question des résultats. Le résultat, c'est que, la première des choses, il faut savoir aussi formuler votre requête. Il faut avoir des preuves tangibles. Nous n'allons pas très loin, prenons 2018. On est à la Cour pose le problème, cherche maintenant des preuves. On est venu avec des cartons, quelque chose comme ça, tout ça, mais il n'y avait pas de preuves. Et la procédure, si elle n'est pas respectée, n'attendez pas à une conclusion concluante aussi. Ah, il faut des preuves. Hein. Mais vous ne pouvez pas aller en justice sans preuves. Et le compte vous devez avoir des éléments tangibles. Cette fois, ils en ont. Pour avancer maintenant vos éléments. S'ils ont ces éléments, parce que j'estime que cette fois-ci, ils en ont. Mais la curiosité, c'est qu'ils prétendent avoir ces éléments-là, mais il faut maintenant la justice. C'est une contradiction. Et moi, je pose toujours la question. Dans quelle province? Aujourd'hui, on peut dire, à part quelques provinces de l'espace du Grand Katanga, où on peut dire, bon voilà, à tel endroit, la population dit c'est tel qui a été élu, on a proclamé autre personne. Quelle autre province? Et donc, on comprend que ce que la CENI a rendu comme public était le reflet, effectivement, du choix de la population. Mais c'est cette cour-là que le FCC, même les autres, qui disent qu'on doit récomposer dès le départ. C'est un problème qui est un problème déjà posé en amont et qui aujourd'hui fait les politiques pour leurs intérêts, n'est-ce pas? Ils dégagent certaines lectures qui ne sont pas justes. Voyez-vous? Parce qu'on ne peut juger la Cour de cette manière-là. On peut la mettre en cause qu'à travers ses arrêts. À ce jour, je ne pense pas qu'on peut avoir une telle position face à la Cour constitutionnelle. La récomposition. Non. On a toujours demandé. Gisèle, ça collé à la peau. Hein. Je vais vous surprendre un peu. Oui. Parce que moi, j'ai fait l'université de Kinshasa. Quand vous êtes dans la faculté des droits,
Et peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. Plus sur les Kassaïens qui faisaient le droit chez nous ici. À l'époque, ne devenaient juristes, enfin ne devenaient avocats que ceux qui faisaient soit l'université de Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. ILK, tout ça, personne ne pouvait prêter serment. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont des grands plutôt avocats et magistrats. Et la magistrature a été plus réservée aux Kassaïens, aux Mouba. Ils sont pour la magistrature, je le dis, je crois que ceux qui ont fait le droit, ils ne vont pas me donner tort. Mais qu'est-ce que vous voulez? Cette fois-là, si vous voulez nommer les gens, vous faites quoi? Vous n'avez pas fait le droit, vous avez fait du facile. Vous voulez qu'on vous nomme comme président de la Cour constitutionnelle, ou président de la Cour constitutionnelle. Mais tous les gens qui ont fait le droit là sont des fous. Non, non, je dis les juristes à me suivre. Ceux qui ont fait le droit, je prends ici l'université de Kinshasa. La majorité des juristes qui sont allés à la magistrature plutôt, sont de l'espace Kassai. Maintenant, là, tu es devant un fait accompli. Nous le disons, les gens suivent, ils peuvent vous appeler et me contredire. Voilà, on parle du rapport de la SENCO. Même à l'époque de Kabila, il fallait faire ce constat, vous alliez le dégager autant. Même si on pouvait avoir un président de notre espace, mais la composition, vous voyez que c'est tel, ainsi de suite. On ne prend pas, là c'est là, il s'agit de la carrière, ils sont des agents de la carrière. On ne prend pas quelqu'un d'emblée comme ça, il devient président, il occupe d'autres fonctions, ils suivent la procédure de nomination. Vous pensez qu'ils sont là parce qu'à peine il est magistrat, donc allez-y à la Cour constitutionnelle. Non, ils suivent la procédure. Rapport de la SENCO-SCC, Diana, est-ce que ces confessions religieuses n'ont-elles pas aussi raison parce que les auteurs de ces bavures, de ces actes ne doivent pas rester impunis? Ils ont raison, on doit les suivre de près. Oui, mais la SENCO arrive, en fait la mission conjointe SENCO-SCC a raison, mais dans la mesure c'est une question déjà prise en charge, avant qu'elle n'arrive, la CENI en interne avait déjà, dès le départ, mis en place une commission pour pouvoir sanctionner. C'est d'ailleurs l'une des raisons du report de la publication de résultats au niveau de l'élection législative nationale. C'est bien, ils veulent un regard neuf, un regard extérieur. Ça, c'est à discuter. Et aujourd'hui, je crois que le tandem avec la CENI est resté ouvert, et que les discussions continuent entre cette institution et cette organisation de la société civile. Je ne rentre pas. Mais moi, là où je pense qu'il y a quand même un élément que cette mission doit faire, c'est faire un peu comme en 2018. C'est-à-dire? En 2018, la SENCO n'a pas hésité de dire aux gens que selon les PV qu'ils avaient en main, Martin Fayulu avait gagné les élections. Entre guillemets, pourtant, Martin Fayulu était incapable de le prouver de par devant la Cour. Mais eux estimaient que les cartons, malgré les cartons qu'eux-mêmes aussi ont fournis comment on dit, la dynamique ici de l'opposition, qui est allée de par devant la Cour, mais après, pourquoi aujourd'hui on fait de mystère sur celui qui a creusé l'écart? L'une des raisons de pouvoir calmer la tension ici, c'est aussi dire la vérité. Mais ils attendent qu'on puisse d'abord peut-être qu'ils attendent qu'on puisse tabler d'abord sur les irrégularités. Non, en fait... Dès que ça va bouger la donne, non, et après ils vont dire... C'est vrai, ce que vous dites est une piste sérieuse. Ils attendent qu'on table sur les irrégularités. La CENI travaille, ok, mais au niveau de la présidentielle, la CENI a déjà franchi une étape. À ce niveau ici, elle doit nous dire, selon ce que moi j'ai en main, selon les éléments en ma possession, c'est telle personne qui est à l'avance. Ça fait partie pour moi de mécanismes d'apaisement. Parce que la plupart de ces acteurs politiques se reposent sur cette mission-là. Comme d'habitude, beaucoup ne se sont pas donné le moyen d'avoir une couverture nationale en termes de témoins observateurs. Ils comptent sur les observateurs externes, notamment l'observation de la SENCO et les CC, comme d'habitude. Mais à quoi servirait-il d'avoir des éléments de preuve, nous dire avec beaucoup de mystère que c'est tel candidat qui a creusé l'écart vis-à-vis des autres, sans pour autant nous le dire. C'est là où moi je dis que je crois que nous connaissons tous la vérité. Et je suis sûr que les états-majors politiques proches de la SENCO et de l'ECC connaissent la vérité. C'est pourquoi certains ont été découragés d'aller par devant la Cour. Je dis, nous on a également des éléments. Prenons la situation, parce que le processus électoral, il y a ce qu'on appelle la notion de la proportionnalité. On peut arriver aujourd'hui avec le travail que fait la CENI d'annuler
3, 4, 5, 10, 15 circonscriptions pour des raisons de fraude et d'irrégularité, on serait d'accord avec vous que le quart qui est là ne donne aucune chance à beaucoup d'autres. Ça ne bougera pas. Ça bougera, oui, mais puisqu'on est dans une élection à un seul tour, même avec 2% de plus seulement, tu sais qu'il va gagner. Ça veut dire quoi? Vous avez dit que la CENI a déjà pris en charge ce problème Cette d'irrégularité. Il y a une commission. Il y a une qui travaille commission. à reporter même la publication des législatives nationales. Beaucoup de gens se posent la question, ces irrégularités, c'était seulement pour les législatives nationales et provinciales, pas pour Oui, la mais le travail s'est fait pas par pour la palier. Il y a présidentielle. eu un travail qui a été fait pour la présidentielle. Si vous avez la chance d'être dans le centre Bossol, on vous dira qu'il y a eu autant de nombre de bureaux de vote, mais le taux d'exécution, en fait, le taux de traitement est établi à autant de pourcentage, parfois 60%. C'est-à-dire le gap là, c'est des bureaux où il y a eu des cas de litige qu'on a décidé, soit à la limite, pour de faits probants, de tricherie, de mettre de côté, soit aussi pour des raisons de vandalisme, parce que la CENI n'est pas responsable à 100% de certains bureaux de vote qui n'ont pas rendu le verdict, parce que certains, pour des raisons politiciennes, soit par manipulation, sont allés saccager des bureaux et même faire des agents de la CENI de victimes. Il ne faudra pas qu'on se voie la face. Il y a une responsabilité de la CENI, mais cette responsabilité est partagée avec d'autres personnes qui sont venues, se référant parfois sur certains éléments distillés par des politiques pour venir saccager des bureaux. Parce que moi, je ne vois pas. Il n'y a aucune raison qui peut permettre à un électeur ou à un témoin d'un parti politique de prendre la machine à voter, d'aller casser au vu et au su de tout le monde. Je ne vois pas. Je ne vois aucune raison valable. Je préfère encore des gens qui viennent réquisitionner, avec l'aide des agents de l'État, un bureau avec des preuves parce qu'il y a eu telle personne qui a triché, mais jusqu'à aller casser, je ne vois pas. Donc en gros, ici, moi, ce rapport-là, on observe, mais la question principale que vous avez soulevée est une question prise en compte par la CENI. S'ils veulent prendre part, mais je crois qu'à la limite du possible, chaque formation politique, et notamment la SENCO, a suffisamment d'éléments. Je crois qu'à la limite, je crois que je vais laisser les juristes, je ne suis pas un sociologue, mais je crois qu'à la limite du possible, ils peuvent se constituer en partie au niveau de la Cour pour voir si dans les deux parties, ceux qui ont déposé la requête ou encore la CENI, il y a quelques éléments de divergence. L'essentiel sera à ce niveau-là qu'on ait des éléments probants et efficaces pour pouvoir faciliter le travail après. Mais s'ils estiment que c'est une question de légitimité, moi je comprends, ils veulent jouer aux sapeurs-pompiers. Mais je crois que cette posture est beaucoup plus politique. Quand on dit non, l'acceptation des résultats en dépendrait, les politiques congolais n'acceptent pas les résultats. C'est plus politique. Je crois que mais à l'écart d'une semaine, il y a eu apparemment 2 rapports des églises. Le premier, c'était avec Eric Senga et le secrétaire général de la SENCO. Là, on avait dit qu'il y a un candidat qui a eu plus de voix que les autres et en avance que les autres. Là, ça a été applaudi par tout le monde. Oui, mais j'ai vu même le secrétaire de l'IDPS qui a applaudi. Non, mais parce que... Et aujourd'hui, quand on parle de la commission, une enquête indépendante avec une commission mixte, car la lumière, ça permettra l'acceptation des résultats. C'est comme ces 2 rapports différents. Non, ce n'est pas 2 rapports différents. Ça dit la même chose. Le premier était un rapport technique sur base des éléments récoltés par le témoin, se rendu compte de l'écart qui a été dégagé. Mais après, le dernier rapport est à la fois administratif et politique, dans le sens où l'élection, il y a un élément essentiel dans le processus électoral, c'est, en fait, on ne veut pas parler post-électoral. Dans la question post-électorale, il y a la question de la crédibilité. La notion de la crédibilité, qui est un élément essentiel dans les résultats post-électoraux, parfois ça nécessite une certaine médiation, une certaine posture politique. Je crois que l'Église catholique va dans ce sens-là. Les autres ne veulent pas, mais à la limite, pour les rassurer, il faut déjà mettre à la place publique les quelques endroits où il y a eu cas d'irrégularité, notamment pour la présidentielle. Et je crois que c'est là où je vous dis qu'ils sont dans une posture politique. Mais la meilleure façon de calmer les ardeurs, parce qu'il y a certains qui vont dans l'idée de brûler la République, c'est de leur dire, écoutez, même dans les éléments que nous on a, soit c'est Félix Tshisekedi, soit c'est Moïse Katumbi, mais nous dire quand même qu'il y a un candidat qui a creusé l'écart, et je ne suis pas sûr que c'est Moïse Katumbi. C'est Félix Tshisekedi. Parce que si c'était Moïse Katumbi, je connais l'Église catholique, ces résultats-là seraient déjà sur la place publique. Donc, à la limite, ils sont à la fois juges et partis, dans le sens où, s'ils veulent vraiment la calmer, que l'Église catholique nous dise, que la mission, pardon, pas l'Église catholique, la mission d'observation ECC, SENCO nous dise, dans nos éléments de preuve, Félix Tshisekedi est largement en tête vis-à-vis des autres. Ça permettait aux autres aussi, d'une manière ou d'une autre, d'accepter, parce que la plupart se reposent sur cette mission. Vous voulez qu'on cite les noms. Alors, Pascal, le rapport de la mission d'observation ECC SENCO,
qu'est-ce que vous retenez, soit que vous acceptez, et qu'est-ce que vous rejetez? Bon, moi je pense que c'est un bon rapport. Parce que lorsqu'on dit il faudrait qu'on enquête sur les irrégularités, je ne vois pas pourquoi nous devons nous opposer. Nous devons plutôt encourager. N'est-ce pas? Là où les Congolais ont déploré le fonctionnement de l'élection, je crois qu'il faut encourager finalement qu'on mette au clair, qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. S'il faut annuler, on annule. Et je vois même lors du premier rapport, la CENI a insisté sur le temps des élections organisées après le 21. On a compris le 21 parce que la CENI avait écrit une lettre demandant l'exception pour pouvoir organiser là où il n'y a pas eu le temps d'organiser les élections, les 20. Mais après le 21, selon l'observation, il y a eu certains endroits où on a organisé les élections. Alors, dans ce rapport, avait demandé que la CENI tienne compte de cet aspect pour qu'on annule les élections ou sinon l'élection organisée après les 21. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, je ne vois pas en quoi cela est mauvais. Alors, lorsqu'on revient sur il faut enquêter, nous devons enquêter, déterminer les endroits où il y a eu des perturbations, où les gens se sont méconduits dans l'organisation de l'élection, je pense qu'il faut encourager pour que finalement, parce qu'au final, c'est quoi? On va lever tout prétexte de ceux qui disent que nous avons été élus. Voyez-vous, nous aurons cette fois-là un résultat qui n'aura pas de contestation, qui n'aura pas de prétexte, qui ne servira pas de prétexte aux autres. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le résultat ultime est reconnu par tous les observateurs, tels que M. Félix Antoine Tshisekedi a été élu majoritairement par les Congolais avec un écart considérable. Tous les observateurs le disent. Que ce soit dans les endroits où on a organisé les élections normalement, en grand pourcentage bien entendu, que ce soit là où il y a eu des fraudes. Ça veut dire que son élection ne souffre pas de considération. Alors maintenant, c'est que parce que... Que ce soit là où on n'a pas encore voté. Même la CENI, parce que vous avez parlé de 3 rapports, mais c'est 2 rapports, mais c'est 3 rapports. C'est 3. Hein. L'autre rapport, c'est bien avant, lorsqu'il avait dit, le jour même de l'élection, que au moins 70% des bureaux sur 100 ont fonctionné normalement. Là, vous avez dit, ils avaient mis 25 000 observateurs. Deuxième rapport, c'est celui qui accepte le résultat, démontre qu'il y a un candidat qui a eu un manque d'écart, et celui-là, c'est Tshisekedi, il n'y a pas de débat. Et troisième rapport, c'est sur l'enquête. Il y a aussi la CNDH aussi qui a un rapport. Hein. Mais moi, j'encourage cela. Cette démarche, elle est intelligible. Mais est-ce que ils ont pensé saisir la Cour constitutionnelle, l'instance habilitée, n'est-ce pas, à annuler une élection? N'est-ce pas? Ce n'est pas la CENI, je ne pense pas. On n'a même pas le pouvoir. C'est la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on a saisi la Cour constitutionnelle dans la conformité pour que ces irrégularités-là soient prises en compte par la CENI sur l'appréciation et voir s'il faut annuler ou non? Mais lorsqu'on n'a pas saisi la Cour constitutionnelle, comment on parviendra à annuler ces irrégularités? Là aussi, c'est une difficulté. Il faut passer par cette voie pour que finalement la Cour puisse apprécier ce qui a été mal fait ou ce qui a été bien fait pour finalement décider et voir ce qu'il faut pour l'avancement de notre pays. Merci Pascal Oronge. Merci. Merci Margaret. Je peux avec votre permission. Pardon? 20 secondes. 20 secondes. Pour un élément essentiel. Il faut respecter le 20 là. Oui, je voulais juste rappeler aux parents que la rentrée de classe, c'est bel et bien le lundi 8. Parce qu'il y a des tergiversations à gauche et à droite pour des gens qui savent qu'après les élections, on va aller vers la dynamique de la composition du gouvernement. Et curieusement, comme d'habitude, c'est encore le parti politique au pouvoir dont certains individus se dégagent pour pouvoir torpiller l'action en pensant combattre le ministre Tony Mwaba. C'est le chef de l'État qui combat. Le communiqué, vous voyez sur les réseaux sociaux, d'abord on signe le ministère d'État. Le ministère de l'EPST, depuis le départ des vacances, depuis un ministère d'État, ça vous prouve à suffisance que c'est un fake news, c'est un faux. La rentrée des classes, c'est bel et bien le 8. Tout communiqué qui ira dans le sens contraire est un faux communiqué. N'y prêtez pas attention et renvoyez les enfants en classe le 8 parce que
Les élections étant passées, il n'y a rien. La vie de la République continue. Et surtout encore, la question de l'éducation des enfants, qui est essentielle, va continuer toujours dans sa gratuité. Et restons sereins, c'est le message que je voulais lancer à tout un chacun. La gratuité, merci Maïga. Veillez sur cette question de la gratuité à travers le pays, parce qu'il y a certains coins où parfois il y a des cris tels que, bon, mais on les dit, mais ici ce n'est pas pratiqué. Il faut que ça soit total. Il a cette charge-là, pour ne pas dire une obligation, de veiller sur la question pour que ça soit une réussite absolue. La gratuité, Merci à vous. Est totale et exclusive. Très bien. Parce que je le parle, merci. Parce que l'EPSTA, plus de 53 provinces éducationnelles. Et dans Bien, chaque nous allons en province parler éducationnelle- prochainement. Dans Oui. chaque province éducationnelle, il y a des rapports de manière régulière. Il y a eu des cas d'isolement, mais je vais vous rappeler, depuis le début de l'année, il y a eu déjà 18 écoles fermées pour non-respect des Ça, c'est une mesures bonne de la chose. gratuité. Donc, ne vous en faites pas, le travail s'est fait dans le fond et ça continuera, on continuera à le faire. Merci. Merci à vous. Merci Pascal, merci Diana, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à un téléspectateur à suivi qui nous a écrit, Monsieur Jean Chizoubou. Il dit merci pour le sujet que vous choisissez chaque jour pour votre émission Kiosque. J'en profite de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux de prospérité, santé et de réussite. Merci beaucoup, Monsieur Jean Chizoubou. À lui aussi, hein. Voilà. Merci à Héritier Toubilandou, merci à Alain Kabongo, Moro Njambe, José Andia, Onésime Tsingani. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, monsieur, merci beaucoup. Je vous retrouve lundi avec les mêmes